Bonjour à tous, alors comme vous le voyez, il y a un bateau qui est devant. Et ce bateau, c'est pas n'importe quel bateau, c'est un bateau anglais. C'est un île construit en France, mais qui appartient à un Anglais. Et le bateau s'appelle Chameau Idol. C'est un drôle de nom, mais bon, comme c'est un Anglais, c'est pas étonnant. Et en mémoire de Napoléon Ier et en mémoire de l'amiral Nelson, en tant que bateau français, j'ai obligatoirement le devoir de faire une mise à mort de ce bateau. Donc on va le prendre en chasse, on va le dépasser, on va pas le couler parce qu'on est fair-play, mais au moins on va le dépasser pour lui expliquer que c'est plus les Anglais qui ont la maîtrise des mers maintenant, mais que c'est le peuple français. Alors pour réussir cet exploit, on est sous Genneker et on est sous grand voile haute. Donc on a un total de 244 mètres carrés de voilure, mais la mer est très calme et on a 8 nœuds de vent. Alors exactement, il y a 9,4 nœuds de vent réel, il y a 6 nœuds, il y a 5 nœuds 8 de vent apparent et on avance à la vitesse prodigieuse de 4,9 nœuds à 5 nœuds maintenant.
Et notre ami anglais, on le voit ici. Donc si on clique dessus, chameau idole. Et notre ami, il avance à la vitesse prodigieuse de 3 nœuds 19. Donc à ce train-là, on le rattrape dans 56 minutes. Et on va passer à 140 mètres. Donc c'est parti pour une chasse à l'anglais. Alors la stratégie, c'est de lofer, de remonter un petit peu plus le vent que ce qui est nécessaire. Ça permettra d'augmenter un peu le vent apparent et par conséquent de gagner un peu en vitesse. Accessoirement, ça permettra de le dépasser en étant à son vent et non pas sous son vent, et au moment où on va le dépasser, on va le déventer plutôt que d'être déventé. Mais de toute façon, la météo dit que le vent va tomber, donc de toute façon ça va se finir au moteur. Donc quitte à faire du moteur, autant faire du moteur vent arrière et utiliser le peu de vent qu'il y a pour l'instant. Et a priori, lui, c'est la même stratégie qu'il a choisi. Donc on va voir si c'est payant. Alors là, il y a un poil plus de vent. On est à 10 nœuds de vent réel, 7 nœuds de vent apparent. Par conséquent, on est en train de décoller. On est à 6 nœuds 3. Tout à l'heure, on était à 6 nœuds 5. 6 nœuds 4 maintenant. 6 nœuds 5. Ah, 6 nœuds 6, c'est extraordinaire. On vient de battre notre record de la journée. Néanmoins, notre anglais se défend bien. Il est à 4 nœuds 2 maintenant. Et donc, il n'est plus qu'à 0,36 000. Et on va le rattraper dans 10 minutes. Tout à l'heure, on était à 50 minutes. Alors là, on commence vraiment à se rapprocher et je viens de me rendre compte que notre anglais, il a que son généqueur et pas la grand voile. Alors la stratégie de ne pas mettre de grand voile, c'est pour ne pas déventer le généqueur. Mais bon, étant donné qu'on est au travers, ça fait quand même de la surface de voilure en moins. Alors cette stratégie-là, elle est vraie quand on est à 160 degrés du vent, entre 160 et 180 degrés du vent. Mais quand on est à 90 degrés du vent, ça fait quand même beaucoup de surface en moins. Et ça explique sa vitesse faible quand même. Alors bon, là on s'amuse avec nos bateaux à voile, on est au milieu de l'océan et c'est strictement pour rigoler. Néanmoins, on peut quand même que avoir une petite pensée pour justement Napoléon qui s'est fait couler plusieurs fois par Nansen, et aussi une pensée pour Nansen, dans le sens où eux, à l'époque, ils avaient des bateaux en bois qui avaient des performances à peu près égales à des bûches, et ils se couraient après pendant 3 jours comme ça, et pendant une demi-journée, pendant une journée, ils étaient à quelques centaines de mètres à se courir après, mais un peu trop loin pour se balancer un boulet de canon sur le nez. Alors la grande question c'était est-ce qu'on continue à se courir après et qu'on les rattrape ou pas? Ils n'avaient aucun moyen de savoir si ils se rattrapaient ou pas. Et donc, est-ce qu'on envoie un boulet de canon et c'est probable que ça tombe à côté? Ou est-ce qu'on n'attend pas? Et si on n'attend pas, on risque que eux, justement, nous balancent un boulet de canon et qu'ils abîment notre bateau. Donc, plus on attendait et plus on risquait de faire un tir précis, mais plus on risquait de se faire canarder aussi et donc blesser. Et comme les bateaux faisaient à peu près tous la même longueur et qu'ils avaient tous la même carène, la course pouvait durer très longtemps. D'ailleurs, c'est même pas qu'elle pouvait durer, c'est qu'elle durait très longtemps. Et bien voilà, c'est fait. L'honneur de Napoléon est sauve. Et Nansen a perdu un bras finalement pour pas grand chose.
On l'a dépassé avec un nœud 7 de différence. Nous on était à 6 nœuds 5, 6 nœuds 6 et il était à un petit 5 nœuds. Alors à un moment donné il nous a vu arriver, il s'est demandé mais qu'est-ce qui se passe? Et donc là il est en train d'hisser sa grand voile parce qu'il est blessé dans son amour-propre. Mais quand on est mort, hein. Ressusciter c'est difficile. Voilà, donc merci l'anglais, au revoir, à bientôt autour d'une bière au prochain port. Alors voilà, on est toujours aux Bahamas. Maintenant, on est dans l'atoll de Acklins Island, qui est un énorme atoll. Et là, on est dans le nord-ouest. Je suis sur une route et sur ma gauche, il y a une enfilade de villas d'Américains. Alors là, on passe par exemple devant la villa Mad Max. Tu vois, c'est évocateur. Alors les Bahamas, c'est un pays indépendant de l'Angleterre. Mais il faut savoir que les Bahamas, c'est ni plus ni moins la proche cour de récréation des Américains. Il y a constamment des hélicoptères américains qui se baladent dans le ciel. La sécurité militaire est assurée par les Américains. Il y a des bateaux de guerre américains qu'on croise régulièrement. Et bon, c'est les Bahamas. Mais c'est clairement les Américains, ils sont complètement chez eux, quoi. Donc le gouvernement des Bahamas, pour gagner un peu de rond, a vendu certaines parcelles qui sont donc sur ma gauche ici, là. Comme on voit sur la photo, là. Et évidemment, alors, ils ont fait venir de l'électricité parce que les Américains, pour leur climatisation, ils ont besoin de beaucoup d'électricité. Mais c'est tout, quoi. Ils ont l'eau courante grâce à un tuyau, mais les eaux grises de vaisselle, de lave-vaisselle, les eaux noires de WC, tout ça, ça repart directement à la mer, là où il y a nos bateaux, sans aucune filtration. Il n'y a même pas de fosse septique, il n'y a absolument rien, quoi. Donc une fois de plus, là où passent les Américains, c'est un désastre écologique complet. Alors pour venir dans leur villa, ils ont construit une piste qui fait 2 km de long facile. Voilà. Et à côté, il y a le hangar pour y garer leur avion. Et alors donc les Américains, comme ils sont chez eux, ils viennent avec des pelleteuses. Alors la pelleteuse, elle est là. Ils viennent avec une pelleteuse, ils pètent un peu la gueule à la mangrove, ils remblaient les marécages, ils sont complètement chez eux, quoi. Hein. Et donc ils fabriquent des pistes et comme ça, ils viennent dans leur villa avec leur avion et la pelleteuse, ils la laissent rouiller sur place, quoi, hein, tout simplement. Voilà, donc la pelleteuse, c'est un joli tas de rouille. Mais bon, ils font pas les choses à moitié, hein, les Américains. Hein. C'est le godet qui est ici, c'est un godet qui fait 1 mètre cube. Hein. C'est pas un petit modèle, hein, quand même. Voilà, donc là je suis à l'arrière de la pelleteuse. Je mesure 1,91 m et
Et le contrepoids, il fait 2,60 m quoi. Donc c'est pas un petit modèle pour rigoler quand même, hein. Alors ça c'est un petit hangar qui protège 3 groupes électrogènes. Alors je ne sais pas si vous entendez des groupes électrogènes, mais ils tournent à mort, hein, les groupes électrogènes. Alors c'est rigolo parce que le réseau routier ici il doit faire 12 km à tout casser. Néanmoins, pour faire 12 km, ils ont une Nissan Tena 4 roues motrices qui est capable d'avaler 1000 km d'affilée comme ça. C'est la démesure la plus totale. Alors ça c'est l'hélice d'un avion, mais vu comme les pales sont pliées en arrière, on peut supposer que l'avion a fait une panne moteur au décollage et que l'avion a améri en montée initiale. Alors justement, au moment où j'arrive, alors malheureusement on est en contre-jour parce que j'ai pas pu me placer au bon endroit. Mais justement au moment où je me baladais, il y a justement un petit bimoteur. Ah tiens, ça y est, on le voit. Il y a un petit bimoteur qui est en train d'arriver. Voilà, donc ça c'est un Américain qui a cramé 4 mètres cubes de kérosène pour se déplacer avec sa femme tout simplement. Donc à lui tout seul, il a cramé plus de gasoil qu'une famille française entière pendant un an. Alors je reviens de ma promenade en passant par la plage cette fois-ci. Donc là on a une première maison d'Américains qui doit faire 1000 m² au sol et au moins 2500 m² de surface habitable. Voilà, c'est la fin de la balade, on est quasiment revenu au bateau. Et malgré le fait que la plage fasse 20 km de long, on est tous les uns à côté des autres. La réponse elle est très simple, c'est qu'en fait c'est le seul endroit où il n'y ait pas de récif et où il n'y ait pas de corail. Donc autrement dit, c'est le seul endroit où on peut mettre son ancre dans le sable en étant à peu près sûr de la récupérer. Parce que si on met son ancre dans le corail, non seulement on casse le corail, et en plus de ça, elle va se crocheter dans le corail et on ne pourra jamais la récupérer.